Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo formative qui va aborder finalement la stratégie, comment définir une stratégie gagnante, une stratégie efficace, ou en tout cas plutôt quels sont les éléments auxquels on doit penser quand on définit sa stratégie, quand on est un porteur de projet. Et donc en tant que porteur de projet, à quels éléments il faut être attentif, à quoi est-ce que je dois penser, qu'est-ce qu'on entend par stratégie déjà tout simplement, et donc pouvoir planifier d'une certaine manière, avoir une vue sur ce que l'on veut mettre en place pour au mieux présenter son projet et surtout vers où on veut aller. Il y a vraiment cette idée de vision, en tout cas de long terme. Alors je me présente, Sébastien Legrain, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets, et c'est cette expérience que je vais quelque part mettre à votre disposition. Alors, on va parler de beaucoup de choses évidemment aujourd'hui, mais je vous le disais, tout d'abord, réfléchissons à ce qu'est la stratégie et je l'ai décomposée de cette manière-ci. Donc, la vidéo que vous allez suivre maintenant va reprendre étape par étape ces différents aspects de la stratégie. On va parler de timing dans la stratégie, bien évidemment. Quel est le bon timing? Comment réfléchir à ce genre de choses? Quelle est la vision? Je vous parlais de cette idée peut-être de moyen ou de long terme. Eh bien, réfléchir en termes de vision, réfléchir en termes de moyen et long terme. Voilà. Ensuite, il y a le positionnement, la décision stratégique de l'entreprise qui est de se positionner sur un marché. Qu'est-ce que l'on entend par le positionnement? À quoi est-ce que l'on peut être attentif ou à quoi est-ce que l'on doit être attentif? Dans cette idée de positionnement, on parlera bien évidemment de l'aspect positionnement concurrentiel. Et la concurrence, on la retrouve aussi dans la différenciation. Donc on a ces deux éléments stratégiques, positionnement, différenciation, et la différenciation, bien, en quoi est-ce que vous allez être capable de convaincre finalement des clients potentiels, puisque ceux-ci ont besoin de voir ce que vous allez leur apporter en plus que ce que les autres acteurs du marché vont pouvoir leur apporter. On parlait justement de clients, mais comment les cibler, quelles décisions prendre en termes de ciblage et réfléchir à différents segments, comment les définir, à quoi est-ce que l'on doit être attentif, quelle est la différence entre une cible, un segment de clientèle et peut-être cette idée d'utilisateur précoce. Voilà, on va essayer un petit peu d'articuler ces différents aspects-là. Ensuite, dans la stratégie, souvent quand on parle de stratégie, d'ailleurs, on parle de stratégie commerciale, de stratégie marketing, peut-être de stratégie de communication. Et vous allez voir que dans cette stratégie commerciale et marketing, on va reprendre 4 axes. Alors, ce sont pas c'est pas une réinvention du marketing à ce niveau-ci, mais enfin, ce sont les 4 axes que l'on retrouve dans toute théorie du marketing et qui ne datent pas d'hier, je peux tout de suite vous l'assurer. C'est à savoir la distribution, comment allons-nous distribuer notre produit ou notre service, le prix. On parlait de positionnement tout à l'heure, mais il y a aussi cet aspect de positionnement prix, de stratégie prix. Le produit et ou service, entendez bien évidemment quand on parle de produit aussi bien de service. Et comment est-ce qu'on va pouvoir définir ce produit, ce service pour le rendre le plus efficace possible par rapport à notre marché et en cohérence bien évidemment avec notre distribution, avec le prix auquel on le vend et notre positionnement. Et puis enfin, il y a bien évidemment, je vous le disais juste avant, la stratégie de communication. Sur quels éléments doit-on être attentif pour pouvoir aller plus loin dans cet aspect de communication. Sur ces différents éléments-là, vous aurez l'occasion évidemment d'y revenir, de retravailler votre ciblage et d'autres éléments bien évidemment. Je vous invite à ce sujet à découvrir toutes les vidéos de la Management Academy bien sûr qui pourront déjà largement enrichir votre approche. Voilà, c'est vraiment ce menu que nous allons suivre aujourd'hui, étape par étape, et ce menu va nous permettre de faire le tour de votre stratégie. Alors, la première chose, c'est le timing. Alors, le timing, c'est peut-être étrange de parler d'un élément temps, ou en tout cas d'un phasage temps, ou d'un positionnement temporel quand on parle de stratégie. Néanmoins, ça fait sens, puisque nous avons un éminent entrepreneur américain, Bill Gross, qui a fait une conférence dans un TEDx. Et dans cette conférence, c'était finalement quels sont les critères de succès. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, une start-up dans son cas, réussit ou non? Et lui, avec son expérience d'accompagnement de start-up, à un moment a pris un peu de recul et s'est dit, mais dans toutes les start-up que j'ai pu voir, dans lesquelles j'ai pu investir, dans lesquelles j'ai pu m'impliquer, eh bien, quels sont les éléments qui en ont fait le succès? Et il a défini 5 éléments, à savoir la qualité de l'idée, bien évidemment,
l'équipe, la qualité du business model, y a-t-il un business model, y a-t-il des gens évidemment qui sont prêts à payer, le financement et enfin le timing. Et quelque part, il a analysé dans cet ordre-là en se disant, c'est l'idée qui doit faire le succès d'une entreprise. C'est vraiment la base de tout. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis convaincu que c'est l'idée qui va faire la qualité, le succès d'une entreprise. Et il a analysé, il a regardé un petit peu et s'est rendu compte que des idées très intéressantes et de grande qualité, finalement, n'avaient pas su se lancer, ou en tout cas ne s'étaient pas lancées dans les bonnes conditions, alors que d'autres moins bonnes idées, peut-être, avaient pu avoir des trajectoires absolument incroyables. Deuxième élément, il a regardé l'équipe en disant, ok, si ce n'est pas l'idée, au moins ce sont les compétences qu'on va pouvoir assembler. Eh bien, il s'est rendu compte que des équipes parfois très réduites parvenaient à avoir des meilleurs succès que des toutes grosses équipes. On est bien d'accord que aussi bien l'idée que la qualité de l'équipe sont des éléments primordiaux, vraiment importants, pour accompagner, je vais dire, pour faciliter le succès d'une entreprise. Donc, ceux-ci ne sont pas mis de côté, bien évidemment. Vous devez faire attention à ces éléments-là, à la qualité de l'idée, à l'équipe. Mais on va voir que le timing, il y a vraiment un rôle important à jouer, rôle qui est souvent, peut-être, sous-estimé. Le business model, là, c'est peut-être beaucoup plus logique en se disant, j'ai besoin d'un modèle économique pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Et donc, dans ce cas-ci, quelle est la qualité du business model? Même constat, des business models solides et parfois des entreprises sans business model au démarrage, finalement, avaient des croissances absolument incroyables et puis généraient un business model par la suite. Ce n'est pas non plus la situation la plus confortable. L'accès au financement, eh bien oui, une entreprise qui a accès facilement à des investisseurs a priori, sa logique est la bonne, a plus de chances de succès, a plus de chances de se développer rapidement. Mais il s'est rendu compte que des entreprises avec très peu de financement, et quelque part vous en faites peut-être les frais aujourd'hui, vous avez peut-être cette difficulté d'avoir un gros accès au financement, eh bien ça n'empêche, parfois cette difficulté, cette barrière au financement, n'empêche d'avoir des entreprises à très gros potentiel et à très grand succès. Et le dernier élément, je vous le disais, c'est le timing. Pourquoi? Parce que le moment où notre entreprise va arriver sur le marché va avoir évidemment toute son importance. Alors, chez nous, on a tendance à avoir des réflexions peut-être un peu simples en disant, tiens, par rapport à la TVA, par rapport aux démarches peut-être, par rapport à une clôture d'année comptable, est-ce que je dois me lancer plutôt en janvier, est-ce que je dois me lancer plutôt en juin, peut-être en été, est-ce que c'est une bonne période à la rentrée scolaire? Donc on se pose ces questions généralement sur des délais relativement courts. Quelque part, c'est sur l'année, quel est le meilleur moment pour se lancer? Cette question n'est pas aussi simple. En réalité, quand on va parler de timing, on va devoir réfléchir à un timing beaucoup, beaucoup plus général. Et ce timing plus général va être de réfléchir, est-ce que le marché est prêt? Il y a évidemment cette idée de timing. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en plein mois de juillet? Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en décembre ou autre? Ça, c'est une première réflexion que vous devez avoir, parce que vous allez devoir avoir un phasage, vous allez devoir planifier toutes vos actions, et donc, bien évidemment, réfléchir à ce timing. Et enfin, c'est cette idée de est-ce que le marché est prêt? Et c'est finalement ça la plus grosse importance. Et donc, pour savoir si ce marché est prêt, n'hésitez pas bien évidemment à tester le marché au préalable. Ayez déjà une espèce de pré-stratégie ou une stratégie pré-lancement qui vous permet de tester le marché. Des options existent, du prototypage également. Mais je suis certain que vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin à ce sujet dans les vidéos peut-être à venir ou dans d'autres sources que je n'ai aucun souci à partager avec vous si vous me contactez. Alors, au-delà de cet aspect de timing qui est un élément et qui est peut-être plutôt un élément contextualisant, au-delà d'un élément purement stratégique ou d'une décision purement stratégique, au-delà de cet élément de timing, je vous l'ai dit, il y a la vision. On est un peu toujours, d'où l'ordre dans lequel je les présente, on est toujours un peu dans cette idée temps, mais c'est que je dois avoir une stratégie très générale. Au-delà de savoir comment je vais distribuer mon produit, la question avant peut-être à se poser est où est-ce que je veux aller? Et donc, quelle est ma vision, quelle est ma définition de mon entreprise aujourd'hui, quelle serait ma définition de mon entreprise dans 5 ans, voire même dans 10, 15, 20 ans? Là, c'est une espèce de réflexion, une question à se poser. Alors, personne n'est capable de dire « dans 20 ans, mon entreprise sera de telle ou telle manière ». Mais vous devez savoir vers où vous voulez aller. Vous devez vraiment pouvoir définir votre vision, votre stratégie, le focus que vous allez avoir. Et avec ce focus,
eh bien, vous allez pouvoir définir une stratégie qui vous permet d'atteindre cette vision. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais donc, on définit une vision, savoir vers où on veut aller, et puis notre stratégie va nous permettre d'aller de l'entreprise aujourd'hui vers l'entreprise dans plusieurs années. Alors, ayez déjà ce réflexe, prenez déjà cette habitude de penser à votre vision, et si en regardant cette vidéo, déjà des éléments émergent, prenez de quoi noter et rédigez cette vision. Essayez de définir cette entreprise aujourd'hui et là où vous voulez l'emmener, et quelque part des étapes intermédiaires peut-être aussi qui vont vous permettre de découper votre stratégie, de découper vos objectifs et d'y arriver donc plus facilement, d'avoir une espèce d'une stratégie snackable strategy, donc une stratégie snackable que l'on peut avaler en une bouchée, puisque ce sont des plus petits objectifs, des mini-stratégies qui vous permettront d'avoir cette stratégie globale. Donc, cette vision, c'est vraiment cette stratégie globale. Vous en êtes où aujourd'hui? Vers où est-ce que vous voulez aller? Et en fonction, on va définir les différents éléments que vous allez devoir mettre en place. Ok. Une fois que cette vision, elle est pas aller jusqu'à dire clair pour vous, mais que vous voyez vers où vous voulez aller. Et vraiment, faites cet exercice de rédiger dès maintenant, de réfléchir dès maintenant à où vous voulez aller, quel est votre objectif à terme. Parce que c'est probablement une des décisions stratégiques principales à devoir faire dès le démarrage. Une fois que cette vision, cet élément plus long terme est fait, eh bien, on va réfléchir à votre positionnement. Je le disais tout à l'heure, j'ai même utilisé le terme positionnement prix, qu'on ne va pas spécialement utiliser ici, mais vraiment cette réflexion en termes de positionnement. C'est-à-dire, j'ai mon marché, où vais-je me situer sur ce marché? Et donc, nous allons réfléchir. Alors ici, je fais l'exercice en deux axes, on pourrait démultiplier ces axes en réfléchissant à quels sont les éléments, les caractéristiques, les spécificités que je veux apporter sur mon marché. Par exemple, si je fais l'exercice pour un glacier, voilà, on va prendre une activité sympathique au demeurant, pour un glacier, je peux très bien prendre un premier élément, un premier axe qui serait une proximité géographique par rapport à mon emplacement, une zone, une présence sur une zone géographique, et la deuxième serait la notoriété. Ou cela pourrait être un positionnement, tiens, je veux des glaces plutôt gastronomiques. Et donc, je vais analyser mon marché, je vais réfléchir mon positionnement d'un point de vue proximité avec ma zone géographique, avec mon marché géographique, et degré de gastronomie dans les produits que je propose à mes clients. Donc, avoir cet axe-là va permettre finalement de me positionner sur un graphe, sur mon marché, et de positionner également mes concurrents. Et vous allez vite voir que si je prends mes axes à ce niveau-ci, je vais avoir le cadran supérieur droit, à votre droite en tout cas, ce cadran supérieur droit qui va être l'élément le plus proche de votre objectif, de votre vision, là où vous voulez aller. Ça vous permet de définir qui sont vos concurrents. Avoir cette position, on parle vraiment d'un mapping même concurrentiel, d'un mapping de positionnement. Réfléchissez. Après, on peut démultiplier évidemment cet exercice en disant j'ai certains concurrents qui sont plutôt gastronomiques, j'ai d'autres concurrents qui sont plutôt géographiques, j'ai d'autres concurrents. Et donc, je vais pouvoir réfléchir en plusieurs mappings, définir finalement mon positionnement. Alors, je peux faire le même exercice, ce positionnement, si j'ai différents gros segments de clientèle. On reviendra au ciblage un peu plus tard, mais si je réfléchis en disant j'ai du B2C et du B2B, donc je travaille avec des particuliers ou je travaille avec des entreprises comme clients, ben je pourrais très bien avoir un positionnement sur mon marché particulier, B2C, et je pourrais avoir un positionnement sur mon marché professionnel, entreprise, B2B. Donc on peut démultiplier quelque part cette analyse de position, et c'est l'ensemble de ces mappings qui va me permettre de définir un positionnement, parce que je vais reprendre chacune de ces spécificités en disant ben, mon entreprise se positionne comme étant glacier par exemple, un glacier namurois de glace gastronomique avec une vision éco-responsable. Voilà, là j'ai 3 éléments que je peux utiliser. Je peux en utiliser bien d'autres, et je vous le disais, je n'utilise pas ici l'aspect positionnement prix. Néanmoins, si votre business model, vous êtes sur ce positionnement, sur cette niche quelque part de spécificité en disant « je suis sur un marché mais je veux casser les prix », d'un point de vue stratégique, est-ce que c'est une bonne décision stratégique ou non?
Ça pourrait faire l'objet d'un débat, mais je pense qu'il y a d'autres éléments, d'autres caractéristiques de positionnement qui sont bien plus intéressantes que le prix. Néanmoins, si c'est votre cas, je peux évidemment faire cet exercice en disant un de mes axes va être tout simplement l'aspect positionnement-prix. Si je veux simplifier, ça permettra peut-être de mieux comprendre l'exercice des deux axes. Quand on parle de rapport qualité-prix, je pourrais très bien positionner mes deux axes, un axe prix, un axe qualité, et ainsi voir où est mon positionnement par rapport à mes concurrents. Alors, qualité-prix n'est qu'un exemple, vous l'aurez bien compris. Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes en fonction de votre secteur d'activité, que ce soit en termes de sourcing des produits, que ce soit en termes géographiques, qualitatifs peut-être, philosophiques, de valeur, de logistique, à vous de définir ces caractéristiques, et ce sont des caractéristiques que l'on peut évidemment retravailler au fur et à mesure du temps. Donc, on réfléchit au timing, nous avons une réflexion par rapport à une vision, jusqu'où est-ce qu'on veut aller, et quelque part ce positionnement en fait partie. Quelle est la position que je veux prendre à terme? Est-ce que je veux devenir la référence de mon marché? Est-ce que je veux juste être un acteur important, mais limité à ma zone géographique, ou est-ce que je veux justement avoir un positionnement international? Le rayonnement international pourrait être une des spécificités dans mon mapping. Eh bien, est-ce que je veux devenir une entreprise, une enseigne internationale avec un positionnement international, un rayonnement international, et devenir quelqu'un, quelque part, qui compte sur son marché? Voilà. Donc, on a vraiment ces trois premières phases. Vous voyez qu'elles découlent quelque part l'une de l'autre. On a ce fil rouge qui se dessine. Mais réfléchissez vraiment à la vision que vous voulez avoir et donc au positionnement. Quelle position voulez-vous prendre sur votre marché? Donc, voilà. Vous voyez que les questions, finalement, s'enchaînent dans cette vidéo. Voir un peu quelles sont les questions que vous devez vous poser. Mais prenez le temps, question après question, d'y réfléchir, de peut-être même déjà noter tout cela. Et ça vous permettra de travailler de manière beaucoup plus efficace sur votre projet. Après le positionnement, nous avons la différenciation. Alors ça, je vous le disais juste avant, en tout cas quand je vous faisais le menu, on parle de positionnement, on parle évidemment de différenciation, avec la différenciation qui est fondamentale. Je ne peux pas offrir la même chose que les autres. Ça, j'espère que ce message est clair pour vous, qu'il vous a peut-être déjà été martelé et qu'il vous le sera encore, mais vous devez être capable de définir une différenciation qui va être une différenciation forte. Comment va-t-on déterminer cette différenciation? Eh bien, c'est sur base de deux éléments. Votre analyse concurrentielle. Qui sont vos concurrents? Que font-ils? Que font-ils de bien? Que font-ils de moins bien? En quoi êtes-vous différent? Qu'est-ce que vous apportez de différent? Quelle valeur supplémentaire offrez-vous? Quel bénéfice peut-être alternatif proposez-vous à vos clients? Donc, en quoi êtes-vous différent? En quoi avez-vous quelque chose en plus à offrir que vos concurrents? Et le deuxième élément, c'est sur base de votre positionnement. Donc, quelque part, le mapping de positionnement que l'on vient de faire vous permet de déterminer votre avantage concurrentiel en termes de spécificité, en termes de caractéristiques, mais également par rapport à vos clients, puisque vous aurez, vos concurrents, pardon, puisque vous aurez mappé, vous aurez identifié, positionné sur les axes que l'on a vus précédemment, eh bien, vous-même et vos concurrents. Et donc, ce sera relativement simple de pouvoir proposer, définir quel est véritablement votre USP, votre Unique Selling Proposition. Donc, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir offrir à vos clients de différent des autres. Et vous devez être capable de formuler cette USP, votre USP, en une phrase, en quelques mots. Au plus vous allez réussir à simplifier, à condenser cela, au plus facilement vous allez atteindre un essentiel dans votre communication, dans votre réflexion, dans votre stratégie, dans votre structuration. La stratégie, quelque part, permet de se structurer. Et vous avez besoin de cette structuration dans votre projet. Donc, votre avantage concurrentiel, vraiment votre argument de vente massif, le bénéfice que vous apportez, votre différenciation, définissez-le parce que sans ça, il va nous être difficile, il va vous être difficile de véritablement travailler sur l'aspect communication, ciblage et distribution. Donc, vous voyez qu'on arrive sur quelque chose de déjà beaucoup plus détaillé. On a un espèce d'effet entonnoir. On est parti du timing, de votre vision, de votre positionnement. On arrive à la différenciation. Donc, on est déjà là vraiment centré sur votre entreprise, sur votre projet.
Et on va continuer à aborder cet aspect concret. Donc vous voyez, tout ce que l'on peut rentrer dans une stratégie, c'est plus que ce à quoi on pense habituellement. Donc voilà, on fera peut-être en fin de vidéo un petit wrap-up, un petit résumé de ces différents points, des différentes questions à avoir, mais continuez étape par étape à travers cette vidéo à réfléchir, à vous poser les questions, à prendre des notes. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de réfléchir et revenez en arrière si tout n'était pas clair. Sinon, contactez moi via la page de la Management Academy, bien évidemment. Nous continuons, parce qu'on n'est pas encore évidemment au bout de votre stratégie, on n'est pas encore au bout de cette vision, de cette structuration que vous allez devoir avoir. Je fais juste une petite parenthèse. Cette stratégie, elle va être importante. On parle de communication, mais là, tout à l'heure, on parlera de communication, vraiment le détail, le niveau le plus précis. Mais dans la communication générale, la présentation de votre entreprise, la stratégie, avoir une stratégie claire permet de présenter clairement son entreprise et donc ça donne de la crédibilité au porteur de projet que vous êtes. Je vous le disais, différenciation et puis le ciblage. Sans différenciation, très difficile évidemment de travailler le ciblage. Quel est votre marché? Alors je vous le disais en introduction, on peut parler de ce qu'est une cible, de ce qu'est un segment de clientèle, d'utilisateurs précoces, et on va un petit peu jouer avec ces différents concepts. Dans votre ciblage, en fait, votre marché, d'où la question quel est votre marché, vous allez le découper. Vous allez le segmenter. C'est là qu'on parvient à avoir cette segmentation de clientèle, ces segments de clients. C'est tout simplement en ayant cette réflexion de quel est mon marché, comment je vais le découper. Donc, la segmentation, c'est tout simplement sur quels critères je découpe mon marché. Alors, tout à l'heure, j'ai déjà pris un exemple. Les professionnels des particuliers, c'est une segmentation, c'est un critère de segmentation. C'est évidemment largement insuffisant pour définir des segments de clientèle qui soient pertinents et suffisamment précis pour vous. Généralement, on considère qu'il faut au moins 3 critères différents pour définir un segment. Alors, si je prends cette première segmentation professionnelle ou particulier, chez les particuliers, on peut prendre comme critère de segmentation l'âge, le sexe, la situation familiale, les centres d'intérêt, les hobbies, le fait d'être propriétaire d'une maison ou pas, de vivre en appartement, de vivre à la campagne, d'avoir une voiture, d'être utilisateur de transport en commun, d'être vegan, de faire attention à sa ligne, d'être un gourmand. Peu importe, vous voyez que les critères peuvent être des critères très objectifs, des critères démographiques, tout comme des critères finalement psychologiques ou d'habitude de consommation, de mode de consommation. Tiens, je divise mon marché, entre autres, sur le critère qui sont ceux qui ont l'habitude d'acheter en ligne, qui sont ceux qui n'achètent jamais en ligne. Donc on a cette différence et donc vous voyez que je découpe au fur et à mesure mon marché en plus petits morceaux et j'arrive à avoir mes segments sur lesquels je vais pouvoir définir mes cibles. Mais donc, je continue à découper mon marché tant que je considère qu'au sein d'un segment, j'ai plusieurs comportements différents, plusieurs comportements qui coexistent. Ça veut dire que mon segment est trop large. L'exemple, meilleur exemple, le journal de Tintin, de 7 à 77 ans, ce n'est pas un segment. Parce que le comportement de quelqu'un de 77 ans n'est bien évidemment pas le même que quelqu'un de 7 ans. Donc, on peut vraiment découper par âge, parce que ça va avoir un plus, ça va amener une réflexion à votre approche et ça vous permettra d'être bien plus précis dans votre communication. Au plus je segmente, je vais avoir une offre en termes de produits, en termes de services, en termes de communication, en termes de distribution même, beaucoup plus précise vis-à-vis de chacun de mes segments. Donc là, je prenais des exemples pour des particuliers, je peux prendre aussi des exemples pour des entreprises. Alors pour les entreprises, quels sont les critères que l'on peut utiliser ? Eh bien, c'est la taille de l'entreprise, le secteur, la zone géographique par exemple. Cela pourrait être en termes de besoins, ça c'est vrai aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises, mais quels sont les besoins exprimés par ce segment. Cela pourrait être en termes de est-ce que cette entreprise est active ou non à l'international. Cela pourrait être est-ce que cette entreprise sous-traite ou non. Est-ce que vous voyez que on va avoir comme ça des critères que vous devez définir
Personne d'autre que vous ne peut définir ces critères pour segmenter votre marché. Vous avez votre vision de marché, vous le découpez, vous voyez que à chaque fois que j'ajoute un critère, finalement, je découpe un petit peu plus précisément mon marché. Une fois que je considère que chaque segment, quelque part, représente un comportement d'achat de consommation, je peux considérer que j'ai suffisamment de critères. Alors je disais au moins 3, généralement 3 critères, ça permet déjà d'être assez précis. Si vous en avez 4 ou 5, parfait. N'hésitez pas évidemment à les mettre. Maintenant, ça ne sert à rien de couper les cheveux en 4. N'allez pas avoir un marché qui est segmenté par âge en disant les gens de 3 à 5 ans, de 5 à 6 ans, de 6 à 7 ans. Sinon, évidemment, on ne s'en sort pas. Mais donc, segmentez votre marché. Une fois que vous avez tous ces segments devant vous, là, on va pouvoir parler de ciblage. C'est-à-dire, quels sont les segments que vous allez cibler, quels sont ceux à qui vous allez pouvoir apporter quelque chose, selon vous, qui est le plus pertinent. Je dis selon vous parce que, bien évidemment, cela doit être validé par une analyse de marché en parallèle. Alors, ce ciblage va vraiment correspondre à différents segments. Je n'ai pas qu'une cible. Je peux n'avoir qu'une cible, mais c'est rare. Je vais plutôt démultiplier les cibles, mais qui toutes auront une offre correspondante. Ce que je veux dire par là, ce que j'offre à chacune de mes cibles n'est pas spécialement exactement la même chose. Ne fût-ce qu'en termes de packaging, ne fût-ce qu'en termes de services complémentaires, ne fût-ce qu'en termes de pricing, de tarifs, puisqu'on peut avoir un prix en fonction du type de client que l'on va viser, et bien évidemment en fonction de la communication. Je ne m'adresse pas de la même manière à différentes cibles. Donc j'ai mon marché, je le segmente, je choisis mes cibles, et puis je peux encore aller un petit peu plus loin. Je vous parlais d'utilisateurs précoces, d'early adopters, si je prends la terminologie anglaise. Ces utilisateurs précoces sont tout simplement les clients qui vous attendent. Alors ils sont rares, malheureusement, mais il existe comme ça des personnes que vous n'allez pas avoir à convaincre. Ils sont déjà convaincus. Vous avez comme ça des personnalités qui sautent sur toutes les nouvelles technologies. Donc une nouvelle technologie arrive sur le marché, ils ne se posent pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est utile. Ils veulent pouvoir avoir cette nouvelle technologie pour la tester, pour se faire leur propre avis, pour peut-être découvrir avant les autres, peu importe. On va avoir les mêmes types de comportements dans un peu tous les styles. Même si je reviens à des choses beaucoup plus classiques, si je reviens à mon glacier, voilà. Si je prends mon glacier qui s'installe dans un village ou dans une ville, et bien évidemment, les utilisateurs précoces, les premiers à pouvoir convaincre, je pourrais considérer que si je suis en face d'une école, ce sont les parents qui attendent à 4 heures que les enfants sortent en été, ou les enfants justement qui sortent et qui attendent leurs parents. Donc je vais vraiment définir ceux que je n'aurai pas besoin de convaincre. Et puis, je vais élargir, donc on peut parler des utilisateurs précoces, et puis peut-être de cibles primaires, et puis de cibles secondaires, en m'éloignant quelque part dans la qualité de la clientèle que je vais viser, et en me disant, mais tous ces gens-là peuvent être intéressés, mais je vais faire étape après étape, je vais élargir mes cibles, je vais commencer par mes utilisateurs précoces, et puis peut-être mes différentes cibles primaires, et puis mes différentes cibles secondaires, et je vais essayer de convaincre un maximum de monde, bien évidemment, de consommer mon produit, mon service, de faire appel à moi. Donc vous voyez que dans le ciblage, on a d'abord cette segmentation avant de parler de ciblage, et puis la décision de qui je vais cibler, là on revient à une décision purement stratégique, et dans mes cibles, bien évidemment, j'aurai mes utilisateurs précoces. Donc ici, n'oubliez pas, réfléchissez d'abord à vos critères de segmentation. Ce sont vos critères de segmentation, la qualité de vos critères de segmentation qui fera la qualité des cibles que vous allez choisir, la qualité de la stratégie finalement que vous allez adopter en termes de ciblage. Nous continuons. Une fois que nous avons eu cette vision peut-être très générale, c'est-à-dire quand, le timing, la vision justement, où je veux aller, le positionnement, la différenciation, le ciblage. Maintenant, nous arrivons vraiment à la stratégie commerciale et marketing dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on est vraiment au niveau le plus précis, peut-être. C'est vraiment cette approche de stratégie commerciale et marketing, c'est vraiment se poser la question des décisions opérationnelles. Alors, vous allez me dire, l'opérationnel, ce n'est pas de la stratégie. Si, bien évidemment, la décision reste stratégique. Savoir quel canal de distribution je vais utiliser, ça reste bien évidemment une stratégie. Donc, la mise en œuvre de ces stratégies, là on est bien évidemment dans de l'opérationnel, mais donc je réfléchis
à ma stratégie commerciale et marketing. Je vous l'avais dit tout à l'heure en 4 axes, distribution, le prix, le produit et la communication. Dans cette stratégie de distribution, c'est par celle-là qu'on va commencer, cette stratégie de distribution, c'est tout simplement comment est-ce que votre produit, votre service arrive à votre ou à vos cibles. Stratégie de distribution directe, indirecte, des revendeurs, une armée de commerciaux, les lieux où vous allez aller vendre. Si c'est du produit, on est en grande distribution, magasins spécialisés, sur les marchés, des ventes à domicile, les foires et salons. Tout ça vous permet quelque part d'aller distribuer votre produit. Tout ce qui est digital, bien évidemment. Et dans du service, c'est la même chose. Mon service, est-ce que je le distribue en face à face? Est-ce que je le distribue en digital? Ou est-ce que je démultiplie les canaux? La stratégie de distribution, a priori, aujourd'hui, sera cross-canal. C'est-à-dire que je vais démultiplier les canaux de distribution. Mais réfléchissez simplement à cet aspect. Comment est-ce que mon produit ou mon service arrive jusqu'à mon client, jusqu'à mon consommateur? Une fois que vous aurez designé votre processus de distribution, cette stratégie, elle sera relativement claire. C'est simplement le choix peut-être des distributeurs qui va impacter, qui doit être impacté par cette réflexion stratégique beaucoup plus générale. Vous voulez être dans du haut de gamme, bien évidemment, votre distribution doit être cohérente, vos distributeurs doivent correspondre à cette image. Donc, réfléchissez non seulement aux canaux, mais allez peut-être un peu plus loin, listez déjà les enseignes, si tant est que vous passiez par des enseignes, avec lesquelles vous voulez vous associer ou avec lesquelles vous souhaitez travailler. Ça vous permettra de confronter cet aspect de terrain par rapport à votre stratégie, par rapport à votre image de marque, et donc voir si c'est cohérent, je reviens avec cette terminologie, s'il y a une cohérence de votre stratégie ou si justement il y a une incohérence qu'il faudrait corriger, que ce soit au niveau de l'opérationnel, que ce soit au niveau de la réflexion préalable. Ensuite, on va parler bien évidemment de la stratégie prix. Pourquoi? Parce que en termes de stratégie prix, alors vous voyez ici j'ai repris 2 axes, j'aime beaucoup quand il y a 2 axes, mais que ce soit ici j'ai pris qualité-prix, même si je vous avais déconseillé ça tout à l'heure, pour votre positionnement ce n'est pas bon. Par contre, par rapport à une stratégie prix, c'est est-ce que vous mettez dans de l'économie, dans du cadeau, de l'exploitation ou du luxe? Je m'explique. L'économie, c'est du low cost. Qualité basse, prix bas. Donc ça, c'est une stratégie de prix. J'ai une autre stratégie de prix, qualité très haute à prix bas. Ça, c'est du cadeau. Pensez à votre rentabilité avant de faire des cadeaux à vos clients. Maintenant, on peut réfléchir, évidemment, dans notre gamme de produits ou de services, à avoir des produits, une gamme économie, une gamme cadeau, une gamme exploitation, une gamme luxe. L'exploitation, prix haut, qualité basse, est-ce que c'est vraiment pérenne comme stratégie? Je vous laisse y réfléchir. Par contre, l'autre aspect, évidemment, qualité haute, prix haut, nous sommes dans le luxe. Et là, c'est un positionnement qui est évidemment à l'opposé de l'économie, du low cost. Néanmoins, si vous réfléchissez bien, on peut imaginer dans une entreprise d'avoir différentes gammes qui interviennent dans différents segments prix, ou en tout cas dans différentes cases, si je reprends la métaphore de l'outil que je vous présente. Donc, voyez si vous avez une gamme économie, une gamme cadeau, une gamme luxe, une gamme exploitation, ou simplement, toutes vos gammes sont luxe ou économie. De nouveau, les décisions stratégiques n'appartiennent qu'à vous. C'est vous qui allez devoir les porter, c'est vous qui allez devoir les mettre en place, c'est vous qui allez devoir les défendre. Donc, que ces décisions soient les vôtres, mais réfléchissez vraiment, peut-être même à structurer votre offre de cette manière-là. Ça vous permettra de voir ce qui fonctionne le mieux, peut-être de repenser votre positionnement par la suite, positionnement prix dans ce cas-ci, bien évidemment. Lorsque l'on parle de cette réflexion autour de son marché, de son produit, eh bien, nous allons avoir une stratégie peut-être de concentration, de spécialisation sélective ou de spécialisation par marché. Là, ce que j'entends par là, c'est retravailler vos gammes de produits ou de services. Réfléchissez à vos marchés. Alors ici, quand on parle de marché, entendez segments. Je sais, c'est un peu compliqué avec le vocabulaire, mais entendez segments. Est-ce que je me concentre sur un couple produit-marché, c'est-à-dire produit-segment? J'ai
une cible vraiment déterminée, j'ai un produit, un service, une offre qui correspond à cette cible et je me limite à cela. C'est une stratégie. Ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la mauvaise, c'est une stratégie. Je peux aussi réfléchir en disant, mais j'ai plusieurs couples produits-marché. J'ai différentes offres pour des segments qui sont des cibles qui sont différentes. L'exemple simple, je peux très bien avoir une offre en B2B, une offre en B2C. Si je définis bien évidemment B2B, B2C, vous l'avez compris, si j'ai un segment, une cible B2B, une cible B2C, et une offre pour chacun, alors nous sommes dans de la spécialisation sélective. L'autre idée, c'est de la spécialisation par marché. Une fois que vous avez défini, et là on est dans la réflexion autour de la gamme du produit, une fois que vous avez défini votre marché, votre cible, ce serait de dire, je définis tous les besoins de ma cible et j'essaie d'y répondre. C'est-à-dire que je développe les gammes, mais pour une seule cible. Alors, ça me permet, si la cible est suffisamment importante et suffisamment demandeuse, eh bien de prendre une position, peut-être de leader sur le marché, avec cette spécialisation par cible, par marché, par segment. Donc, quand on parle de produit, on parle non seulement du produit que je vends, mais évidemment de la gamme, de la manière dont je vais travailler ma gamme, ma variété, ma diversité de produits ou de services. Dans la création de produits, finalement, il y a une autre vision qui serait de dire, bien, j'ai des marchés nouveaux, élargis ou existants, j'ai des produits existants, modifiés ou nouveaux. C'est-à-dire que si je prends des produits existants pour des marchés existants, en termes de stratégie de développement, donc on est toujours dans la stratégie de produits, mais en termes de développement, je prends des produits existants sur des marchés existants et j'augmente ma pénétration de marché. Ça, c'est une stratégie qui peut être efficace si je suis un challenger ou un petit acteur sur le marché et que je vais prendre des parts de marché tout simplement. Les produits modifiés sur des marchés existants, c'est une amélioration, c'est-à-dire, tiens, je pars de ce qui existe, je pars de ce que j'offre peut-être déjà et je le fais évoluer, j'apporte des nouvelles versions, ça vous fera peut-être penser à des produits que vous consommez très régulièrement ou vous utilisez quotidiennement. Et j'amène des nouvelles versions qui me permettent finalement d'améliorer mes produits et d'augmenter. Et puis je peux aller jusqu'à créer de nouveaux produits, toujours sur un même marché. Là, je reviens à mon exemple précédent en disant spécialisation par marché. C'est un petit peu l'idée, c'est que je vais créer des nouveaux produits pour un marché existant. Pour un marché élargi, ça pourrait tout simplement être une réflexion sur la géographie. Je prends mes produits existants, je ne les modifie pas et j'élargis tout simplement ma zone géographique, ma taille de marché, ce qui me permet une croissance, un développement, une stratégie de développement qui va être efficace, plus ou moins efficace évidemment en fonction des cas, mais qui me permet de continuer à grandir. Bien évidemment, je peux adapter mes produits lorsque je vais à l'étranger, ce que l'on fait généralement, ce qui me permet d'avoir une expansion géographique adaptée, puisque je vais m'adapter à la coutume, aux cultures des marchés sur lesquels je vais arriver, puisqu'on parle toujours de marché géographique par exemple dans ce cas-ci. Et je peux évidemment créer de nouveaux produits que j'amène sur de nouveaux marchés. Mais là, c'est dans une idée de diversification de nos marchés et de nos produits. Et enfin, partir de ma gamme de produits pour aller vers de nouveaux marchés, ce serait de l'extension de segments de clientèle. Tiens, j'ai fini avec ma cible primaire, je passe à mes cibles secondaires. Donc, on a une augmentation de une extension, c'est au-delà de ça, c'est une démultiplication voilà, de nos segments de clientèle. Je peux adapter mes produits évidemment pour ces nouveaux segments de clientèle, adapter mon offre, encore une fois ce que l'on conseille généralement, venir avec ses gros sabots avec une offre formatée pour des nouveaux marchés, c'est rarement efficace. Et enfin, je peux aussi imaginer des nouveaux produits pour des nouveaux marchés, mais là c'est de la diversification à l'extrême. Je cherche de nouvelles débouchés pour mon entreprise, pas spécialement pour mes produits, mais tout simplement pour mon entreprise. Enfin, je vous l'avais dit, il y a l'aspect de communication, de stratégie de communication. Et je dois avoir fait tout le parcours précédent pour arriver à cette stratégie de communication. Pourquoi ? Parce que cette stratégie de communication va dépendre de mon positionnement, de mon ciblage, de la vision que je veux avoir, de l'image de marque que je veux développer, du moment auquel je vais me lancer, du timing en tout cas que je vise, puisque ma stratégie va devoir être phasée, stratégie de communication va devoir être phasée pour correspondre à mon lancement, à mon développement.
Et donc, je vais vraiment développer tout cet aspect de communication. Ma différenciation sera évidemment un de mes moteurs en termes de communication, puisque c'est ce que je vais pouvoir, en termes de contenu, c'est le message que je vais pouvoir faire passer. Quelle est ma différenciation pour mes clients? Quelle est la valeur ajoutée que j'ai pour mes clients? Et donc, comment est-ce que je peux le leur proposer et le leur faire savoir? La stratégie de communication, c'est répondre à la question comment bien faire les choses et le faire savoir. Donc c'est vraiment cette réflexion de partir de ce que vous faites, de votre différenciation, de votre positionnement, de votre ciblage, et de pouvoir le formuler, le concrétiser, le vocabiliser. Je pense que j'invente des mots maintenant, mais en tout cas, travailler sur le phrasé et la construction de votre communication sur base, évidemment, de toutes les décisions que vous aurez prises au préalable. La communication, la stratégie de communication, je vous invite à découvrir évidemment d'autres contenus par rapport à la communication et au marketing qui reparleront de ceci, mais très très rapidement, votre stratégie de communication, elle va pouvoir prendre différentes formes, différents axes. Alors vous allez déjà avoir, je reviens un peu à l'idée du timing, mais une stratégie au lancement, communication récurrente, mais je vais me construire cette stratégie de communication sur différents supports que peuvent être la presse, qu'elle soit radio, télé, peu importe, web, bien évidemment, presse écrite, mais donc comment est-ce que je vais pouvoir travailler, me faire connaître via ce canal, comment je vais pouvoir utiliser des supports visuels, du print, comme on appelle ça en imprimerie ou en graphisme, donc vos cartes de visite, quels sont les supports que vous allez utiliser, des objets publicitaires, du packaging, du branding, peu importe, mais comment est-ce que vous allez construire ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, toujours cohérent avec votre stratégie, je vais dire avec vos stratégies, mais avec votre stratégie, c'est-à-dire avec votre vision, avec votre différenciation, avec votre positionnement, avec votre ciblage, avec vos canaux de distribution. Donc, tout ça doit vraiment être cohérent. C'est pour ça qu'on le prend étape par étape et qu'on essaie de construire au fur et à mesure. L'événementiel, alors là je suis moi grand fan et défenseur quelque part de cette approche événementielle et je vous invite à découvrir une autre vidéo d'ailleurs sur le marketing événementiel et sur l'organisation d'événements pour du marketing sur la Management Academy. Et cette vidéo vous permettra de mieux comprendre peut-être ce que je veux dire par cette stratégie de communication via l'événementiel. Et puis bien évidemment, aujourd'hui nous ne pouvons pas communiquer sans faire du digital et donc réfléchissez à comment intégrer ce digital dans votre communication. Je vous parlais en termes de distribution du cross-canal, eh bien je distribue sur différents canaux, je communique aussi sur différents canaux, que ce soit la presse, que ce soit les supports imprimés, que ce soit via l'événementiel, c'est-à-dire dans du relationnel, ou tout simplement via le digital. Donc, cette structure de votre stratégie est fondamentale et c'est sur celle-là que je voulais que nous travaillions à travers toute cette vidéo. Maintenant que vous avez repris tous ces différents éléments, essayez peut-être de définir votre stratégie, d'avoir une phrase qui dirait « Ma stratégie consiste en… » et de faire une phrase qui reprend tout ce que l'on a abordé. Quel est le bon timing pour votre lancement? En quoi est-ce le bon timing? La vision que vous voulez avoir, où vous en êtes aujourd'hui, où vous voulez arriver, donc tout cet aspect stratégique. Votre positionnement, quelles sont les spécificités, les caractéristiques que vous allez utiliser comme positionnement? Comment vous allez pouvoir construire votre différenciation? Sur l'aspect concurrentiel comme sur votre positionnement. Quel est votre USP? Quel est le ciblage que vous allez avoir? Quels sont les critères que vous allez utiliser pour segmenter votre marché? Quelles sont les cibles que vous allez identifier comme étant prioritaires ou moins prioritaires, primaires ou secondaires, utilisateurs précoces et les autres? Et puis, une fois que ce ciblage sera défini, quelle est la stratégie commerciale, marketing que vous allez devoir intégrer? Bon, je suis d'accord. Ma stratégie consiste en, ce sera peut-être pas juste une phrase, ce sera peut-être 4-5 lignes. Mais ça vous permettra de bien reprendre tous ces éléments. Parce que dans votre stratégie commerciale et marketing, vous n'oubliez pas la stratégie de distribution, la stratégie prix, la stratégie produit, service, et bien évidemment, votre stratégie de communication. J'espère que tout ceci vous aura permis de voir peut-être plus clair dans la structure de votre stratégie et je vous invite bien évidemment à découvrir pour ces différents points que nous avons abordés d'autres vidéos sur la Management Academy qui iront plus dans le détail et je reste bien évidemment et comme toujours à votre service, à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir.
Réfléchissez bien, reprenez étape par étape les différentes questions auxquelles vous devez répondre, formulez, formalisez votre stratégie en quelques phrases et je serai ravi de la challenger avec vous.